Voilà, bonjour à tous. Alors je tiendrai déjà à remercier Yves Mera qui m'a gentiment proposé de venir faire la conférence parce que pour la petite anecdote, il m'a contacté et il m'a dit bah, écoute, j'ai vu ta vidéo parce que tout est parti d'une vidéo que j'avais postée sur internet, sur Facebook, qui a fait simuler quelques vues. Et puis Yves m'a contacté et il me dit écoute, le 1er avril, il y a une conférence à Frédéric Fontaine. Je dis, très bien. Je dis qui est le conférencier? Il dit bah, c'est toi. Très bien. Je dis mais c'est quoi le sujet de la conférence? Il dit bah, c'est le sujet de ta vidéo. Donc, tu m'avais dit c'était élection et abstention, quelque chose comme ça. Enfin, sur le thème de l'abstention. Moi je l'ai renommé piège de l'élection et abstention. Donc voilà, je remercie Imera de m'avoir permis de faire cette conférence. Voilà. Alors, la conférence, elle est articulée en 3 parties. La première, je vais me présenter personnellement, un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu mon évolution en matière de politique. Ensuite, on fera un petit retour historique, parce que le problème central, c'est la République. Hein. En plus, on est en pleine période d'élection présidentielle. Donc, le sujet est très important en ce moment. Donc, pour bien comprendre ce qu'est la République, c'est-à-dire le système dans lequel nous vivons actuellement, je vais faire un retour historique dessus, hein, c'est nécessaire. Et en troisième partie, je ferai un petit bilan, on va dire, du système politique dans lequel on vit. Donc la République, où nous en sommes, les débuts, et où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, je m'appelle Raphaël Ténéré, j'habite un petit village dans le territoire de Belfort. Je suis breton, je suis né à Nantes. Et Nantes, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une terre socialiste. Hein. C'est une terre foncièrement de gauche, comme le reste de la Bretagne d'ailleurs. Donc, je n'ai pas échappé à la règle. Je suis né dans une famille de gauche, donc socialiste et même extrême gauche, hein, un père qui votait force ouvrière, évidemment. Mais malgré ça, j'ai toujours, au départ, dès que j'ai eu le droit de vote, j'étais orienté à droite et même extrême droite. Donc mes premiers votes ont été pour le Front National, je ne m'en cache pas. Parce que, alors pourquoi je votais Front National? Parce que j'étais complètement manipulé par les médias. Parce que les médias, les politiques en place, créent des clivages. L'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, chacun se reconnaît dans un parti à travers 2-3 idées. Mais à chaque fois qu'il y avait une élection, bien évidemment, sauf en 2012 où Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour, je votais toujours à droite parce que j'ai foncièrement des valeurs de droite, mais pas des valeurs de gauche. Donc c'était des valeurs du travail et contre l'assistanat, hein, je veux dire l'assistanat d'en bas, hein, pas l'assistanat d'en haut, hein, voilà. Et évidemment, donc je votais. Aujourd'hui, je suis abstentionniste, hein, abstentionniste, comme on dit, actif, et j'étais persuadé que voter, ça changeait quelque chose. Alors, on pouvait, on va dire, effectivement le vérifier, parce que les partis font toujours des petites mesurettes de droite ou de gauche. On l'a vu avec Sarkozy, avec le travailler plus pour gagner plus, hein, où il avait défiscalisé les heures supplémentaires, et puis ça nous a été extrêmement bénéfique, hein, parce qu'on faisait énormément d'heures, beaucoup d'heures supplémentaires, et puis au niveau des impôts, c'est vrai qu'on était quand même allégé. Puis quand Hollande est arrivé au pouvoir, il y a eu la mesure phare qui a marqué le début de son quinquennat, qui était le mariage pour tous. Alors ça c'était vraiment de la loi typiquement de gauche, du socialisme de gauche, donc vraiment de la loi sociale. Et puis je me suis rendu compte que finalement tout ça, toutes ces mesurettes, ce n'étaient que des arbres qui cachaient la forêt. Parce que ce sont des mesurettes, des lois phares. Il n'y en a qu'une, hein, par quinquennat, il n'y en a qu'une, ce sont des arbres qui cachent la forêt. Et cette forêt, c'est quoi qui nous cache quoi? Tout le marasme européen
qui dirige la France directement par le biais de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, je ne suis plus dans les clivages. J'ai bien compris que c'était une imposture totale, que effectivement les gens se clivaient les uns les autres par ces mesurettes. D'un côté, le travail, de l'autre, le social. Voilà. Et surtout, je fais aussi une opposition entre le progrès et le progressisme. Je suis pour le progrès, mais pas pour le progressisme. Le progrès, c'est quand on fait les choses mieux. Le progressisme, c'est à mon sens une doxa qui consiste à dire que tout ce qui est nouveau est forcément mieux. Or, quand on refait un petit peu d'histoire rapidement, on se rend compte que plus on évolue soi-disant en mieux, et plus les gens sont malheureux, plus les gens sont malades. On dit pour la médecine, plus ça va, plus les gens sont malades. On dit qu'on fait du progrès écologique, et plus ça va, et puis plus on dit que tout est pollué. Donc je fais bien cette opposition, parce que moi je garde des valeurs de droite conservatrices. Donc je m'oppose au progressisme. Voilà. Alors qu'est-ce qui m'a fait évoluer? Dans un premier temps, je suis rentré à l'armée. Je suis un ancien militaire, j'y ai fait 5 ans. Et je me suis rendu compte à l'armée que tout ce que je croyais via les médias, notamment le rapport que les Français ont avec les musulmans, finalement c'était une arnaque. C'était une arnaque parce que dans les corps constitués, et notamment à l'armée, on trouve beaucoup de musulmans et de jeunes issus de l'immigration. Des gens qui sont fiers de porter l'uniforme et qui servent le pays et qui saluent bien haut le drapeau français. Ça, il faut le savoir. Donc là, j'ai commencé déjà à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, il y a quand même une grosse arnaque. Et puis, sorti de l'armée, j'ai pu... parce qu'à l'armée, on est tenu par le devoir de réserve. Donc, sorti de l'armée, je me suis penché sur des questions historiques, parce que j'ai toujours eu un grand intérêt pour l'histoire, et notamment le XVIIIe siècle, et ça fera l'objet central de la conférence. Donc, je me suis vraiment penché sur les faits historiques qui nous ont emmenés aujourd'hui à la République. Alors, évidemment, avec ça, pour moi, c'est vraiment réellement un progrès, c'est Internet. Internet, c'est une mine d'informations. Il y a beaucoup trop de gens, à mon sens, qui l'utilisent pour le divertissement. Or, c'est une mine d'informations. Après, chacun fait le tri sur Internet. Mais c'est une mine d'informations, donc je me suis extrêmement renseigné sur Internet, notamment sur YouTube, où j'ai regardé moi-même des conférences d'historiens, d'essayistes, de penseurs, souvent des libres penseurs. Et donc, ça m'a amené à une fibre politique complètement démocrate. Aujourd'hui, je suis démocrate, mais pas la démocratie comme on nous la présente actuellement, la vraie démocratie, là où le peuple gouverne. Donc, moi, comment je me pose? Donc, je suis démocrate et donc abstentionniste, démocrate, mais toujours avec les valeurs de droite, enfin dites de droite. Voilà. Alors, je sais que parmi vous, il y a des royalistes. Alors, on oppose souvent la monarchie, la démocratie. Je ne suis pas contre un retour à la monarchie. Une monarchie constitutionnelle, certes, mais une monarchie, parce que tout ce qu'on nous raconte à l'école sur la monarchie est issu de mensonges. Ils nous disent que les monarques étaient tyrans. Or, c'est faux, c'est un mensonge institutionnel, puisque les monarques, ils se passaient le message de père en fils. Les monarques étaient des garants des intérêts supérieurs du peuple. Ils étaient garants que le peuple mange à sa faim, et ça, c'était un intérêt de premier ordre. Voilà. Alors, ça me permet là de faire la transition sur le sujet historique. Alors, comme point de départ de la République, de l'avènement de la République, on va dire, j'ai pris le jansénisme. Alors, le jansénisme, c'est quoi? Alors, c'est quelque chose qui est totalement ignoré des manuels scolaires. Vous pouvez ouvrir n'importe quel manuel scolaire, fermer en attente ce que vous voulez, ça n'existe pas. Or, le jansénisme a bien existé, et c'est
pour moi le point de départ de la République. Alors comment ça s'est articulé? Alors le jansénisme, c'est quoi? C'est une doctrine théologique, c'est une doctrine théologique qui tient son nom de Cornelius Jansen et qui s'est avéré un mouvement en réalité hérétique. Hérétique pourquoi? Parce que c'est une vision élitiste par rapport à un message essentiel de l'Évangile. Donc, le message évangéliste dit Jésus n'a pas. Donc, leur message aux jansénistes, c'était Jésus n'a pas sauvé tous les hommes, mais seulement les élus. Sauf qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient les élus, mais dans le message évangélique chrétien, Jésus a sauvé tous les hommes. Il les a libérés du péché, il les a libérés de l'esclavagisme de l'Empire romain, il les a libérés de toutes les dérives de l'être humain, il les a libérés du péché. Ça, c'est le message évangélique chrétien. Les jansénistes n'étaient pas d'accord. Ils ont dit c'est faux. Jésus n'a sauvé qu'une partie des hommes. Donc déjà, on voit très bien que là est en train de naître une doctrine élitiste. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des élites. Alors évidemment, les ennemis jurés des jansénistes, c'était les jésuites, puisque les jésuites, les compagnons de Jésus, leur message, c'est vraiment le message de Jésus, c'est vraiment le message évangélique. Ils se basent uniquement là-dessus. Louis XIV, donc c'était au début du XVIIIe siècle, Louis XIV était décédé en 1715, et Louis XIV n'a eu de cesse que de les chasser les jansénistes, parce qu'évidemment la monarchie et l'Église étaient intimement liées, avaient chacun leur rôle. L'Église et l'État étaient séparés. Hein. Le truc qui nous dit qu'on a séparé l'Église et l'État, c'est faux, ils étaient déjà séparés. Ils étaient, si vous voulez, liés, mais pas juridiquement. La monarchie avait son rôle, l'Église avait son rôle aussi, notamment l'éducation. Et donc Louis XIV a fini, sous le règne de Louis XIV, le jansénisme a fini par être condamné par ce qu'on appelle la bulle Unigenitus. Donc la bulle Unigenitus, c'est une constitution, apostolique, donc qui a condamné le jansénisme, qui les a interdits de pratiquer et de se multiplier. Et donc, suite à ça, il y a eu l'incarcération d'énormément de policiers et de magistrats qui étaient corrompus, qui étaient devenus jansénistes. Et ça, le roi et l'Église n'en voulaient pas. Parce qu'ils ne voulaient pas de cette vision élitiste. Le message chrétien est une vision universelle, pas élitiste. Alors, quand la bulle Unigenitus a été proclamée par le pape Clément XI, donc les jansénistes avaient perdu sur le plan juridique, mais ils avaient décidé de ne pas lâcher prise, ils ont décidé d'attaquer l'Église sur le plan théologique, sur le plan idéologique. Et ils ont entamé une guerre qu'on a appelée la guerre des miracles, pour montrer aux gens que c'était eux qui étaient dans le vrai, que c'était eux qui avaient raison et que le message de Jésus n'était pas un message universel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la guerre des miracles? La guerre des miracles s'est passée dans un quartier de Paris qui s'appelle le quartier Saint-Médard, notamment donc, dans le cimetière, donc sur une tombe, la tombe du diacre François de Paris. Et sur cette tombe a commencé la série des convulsions. Il y a eu beaucoup de convulsionnaires. Une des toutes premières personnes à avoir été miraculeusement guérie était une femme qui était soi-disant paralysée de tous ses membres, et lorsqu'on l'a allongée sur cette tombe, elle s'est mise à convulser et a été miraculeusement guérie. Il s'est avéré que finalement cette dame n'était absolument pas paralysée et que c'était bien pour faire croire aux gens. On les avait déjà manipulés. On le retrouve aujourd'hui. Hein. On le retrouve très clairement aujourd'hui, la manipulation par l'image. Alors ces miracles ont continué, sont devenus extrêmement populaires.
extrêmement populaire à Paris. Et le problème, c'est que ça a commencé à beaucoup dériver, parce qu'il fallait trouver des personnes, des fausses personnes malades à allonger sur la tombe, et ça a commencé à devenir des scènes absolument atroces. Des scènes absolument atroces. C'était surtout des femmes, hein, les gens se mettaient à hurler, à se mutiler, même vu une femme se transpercer les seins avec des dagues, hein, ça allait jusque-là. Et les policiers, parce qu'il en restait des policiers corrompus, qui étaient là, les frappaient, les piquaient la d'épée, les torturaient pour qu'ils se mettent à convulser, parce qu'au bout d'un moment, ils convulsaient plus, ils avaient marre, parce que c'était toujours la question aujourd'hui qui revenait. Alors, donc, les rites convulsionnaires ont été absolument abominables. Et à la fin, le prétexte religieux, parce que en fait, ils sont restés complètement dans ce délire de convulsion, et le prétexte religieux, finalement, il est complètement passé à la trappe, et ils en sont restés à ça. Finalement, le roi, ayant appris ces scènes absolument atroces que les gens assistaient, le roi a fait fermer le cimetière, et pour mettre fin à ces scènes publiques absolument atroces, et puis les gens commençaient évidemment à y croire. Hein. Finalement, les jansénistes, peut-être qu'ils avaient raison, donc le roi a mis fin à ça en fermant le cimetière. Il ne rouvrait uniquement que pour les cérémonies d'inhumation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il y avait le jansénisme, enfin les jansénistes se sont divisés en deux parties. Donc il y a les gens donc, qui sont restés sur les rites convulsionnaires, qui ont fait ça en privé, dans des appartements, dans des endroits absolument atroces, hein, à Londres, et ce sont devenus des rites sataniques. Hein. Les rites sataniques ne datent pas du XVIIIe siècle, hein, c'est quelque chose qui a des siècles et des siècles d'histoire. Donc, ça a continué par la torture et le sacrifice. Et les autres, qui sont vraiment restés sur l'aspect politique et religieux, donc ont continué leur combat, parce qu'ils ont décidé de non plus, ils ont décidé de ne pas en rester là. Et les jansénistes qui sont restés vraiment sur l'aspect politico-religieux sont devenus francs-maçons. Et la franc-maçonnerie, on le sait, sont basés sur les rites sataniques. Alors, la franc-maçonnerie, c'est quoi? Nous, c'est un groupe élitiste, un souterrain, aussi clairement anticlérical, hein, très clairement anticlérical. Et il se trouve que chez les francs-maçons, il y avait les fameux philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières étaient quasiment tous francs-maçons. Et bourgeois. Ils étaient francs-maçons, et bourgeois. Surtout, c'était des gens lettrés, hein, c'était des gens on les connaît tous, hein, les philosophes des Lumières, on les a tous appris à l'école, on sait qui ils sont, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient lettrés, qui pouvaient se permettre d'être publiés. Alors, pour la petite information, Lumière, c'est un bien doux. Alors, on nous a fait croire à l'école, bien sûr, que Lumière, c'était les philosophes qui venaient éclairer le monde de leur connaissance. En réalité, non. On parle bien là de fausse lumière, la lumière sombre, la lumière de l'ombre. Ça paraît un petit peu paradoxal, mais c'est la lumière de l'ombre, puisque le mot, vraiment le mot de lumière vient de Lucifer. Lucifer, en latin, c'est un ange déchu, hein, Lucifer. Et Lucifer, ça veut dire le porteur de la lumière. Et les philosophes des Lumières se sont basés sur ça, sur du satanisme et sur la contre-église qui était la franc-maçonnerie. Alors, qu'est-ce qu'ils prenaient dans leurs écrits? Ils prenaient évidemment la fin de la monarchie, la fin de l'absolutisme pour la soi-disant démocratie. Démocratie dont on ne voit absolument pas le jour aujourd'hui. Alors, la franc-maçonnerie, c'est une société occulte qui a 300 ans. On a vu à la télévision qu'ils ont fêté les 300 ans de la franc-maçonnerie.
Et aujourd'hui, ils sont encore actifs. Ils sont très clairement au pouvoir. Alors, en réalité, la démocratie qu'ils avaient mis en place était une fausse démocratie, puisque là, on avait donné le pouvoir uniquement aux riches, uniquement aux gens qui avaient de l'argent, c'est-à-dire on est passé par le vote censitaire. Le vote censitaire, c'était pour avoir le droit de voter, pour avoir le droit d'élire, il fallait s'acquitter d'un impôt. Alors déjà, c'était réservé aux hommes de plus de 25 ans, mais il fallait s'acquitter d'un impôt. Autant vous dire qu'il y avait très peu de gens qui pouvaient avoir le droit de vote et avoir un pouvoir décisionnaire. Et donc là, on a bien insisté à un pouvoir de l'élite bourgeoise, à un pouvoir de ceux qui détenaient l'argent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste avant la Révolution française? Qu'est-ce que prônaient aussi les philosophes des Lumières? Ils ont prôné la liberté, qu'on retrouve dans la devise française, liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, fraternité, ça veut dire les frères francs-maçons. C'est ça que ça veut dire, c'est le pouvoir franc-maçon. Liberté, en réalité, c'est libéralisme. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que les subsistances, ils voulaient la libre circulation des subsistances. À l'origine, avant la Révolution française, avant l'idéologie des Lumières, les subsistances, et notamment le blé, qui était la denrée de base pour fabriquer le pain, les transactions de blé étaient faites sur place publique sous contrôle de la police. Ce n'étaient pas des bourgeois qui détenaient les récoltes de blé, ils détenaient certes les terres, les paysans travaillaient la terre, mais tout le blé faisait l'objet de transactions sur place publique, donc sous contrôle de la police, et la police devait des comptes au roi, pour que le roi s'assure que chaque Français mange à sa faim, puisque le pain était la denrée alimentaire de base. Mais en réalité, ce qui s'est passé avec la libre circulation des subsistances, c'était la fin du bien commun. La transaction sur place publique, c'était le bien commun. C'était le bien de ceux qui travaillaient la terre. Donc on a mis fin à la société du bien commun pour la société du profit pour tous. Soi-disant du profit pour tous, mais en réalité, c'était le profit de ceux qui s'accaparaient les récoltes. Et la société du profit, c'était la société où le meilleur était le plus immoral, celui qui magouillait le plus pour s'en foutre, le plus plein les poches. C'est ça qui s'est passé en réalité. Et c'est là qu'a commencé la spéculation sur le blé, parce que les bourgeois avaient récupéré, avaient mis de côté une partie des récoltes de blé et avaient commencé à spéculer sur le prix du blé, alors qu'avant, le prix du blé était fixé par le roi, il était fixé par la cour. Et là, on a commencé à avoir des banquiers, qui étaient les orfèvres à la base. Je vais vous faire grâce de la naissance des lettres de change, qui ont remplacé les mouvements d'or. Et donc, ils ont commencé à spéculer et à faire monter le prix du blé. Donc, évidemment, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Avec ces taxes et ces spéculations, les gens ont commencé à ne plus acheter de blé, mais en tout cas, en acheter moins en moins. Ils ont commencé à mourir de faim. Ils ont commencé très clairement à avoir faim. Alors, ce profit, comment on nous l'a présenté et comment on nous le présente encore aujourd'hui? Parce que dans la société capitaliste dans laquelle on cherche tous à aller après l'argent, l'argent. Et on nous a dit et on nous dit encore, que le profit, c'est de l'émancipation, c'est de la libération et du progrès, qui a donné naissance à la doxa du progressisme. Attention, bien faire la différence entre progrès et progressisme. Donc on nous a présenté ça comme un progrès, et que le capitalisme est présenté comme la seule économie possible. Tout ce qui arrive avant, on nous a dit non, c'est pas bien. La seule économie possible et bonne, c'est le capitalisme. Mais c'est bien pour qui? Pour le peuple ou pour ceux qui s'accaparent les récoltes et qui spéculent sur les récoltes? Toujours poser la question. Et quand les politiques nous disent on va faire mieux, ça va être bien, vous allez voir, ça va être très bien, mais c'est bien pour qui? Toujours se poser la question. Alors évidemment, la Révolution française est née de ça.
C'est pas donc la Révolution française est une fausse révolution, c'est une révolution sous faux drapeau, et ça a mené à la terreur. Ça a mené à la terreur in fine. Alors, on nous dit à l'école, tout le monde a appris exactement la même chose. À l'école, on nous dit, les monarques c'était des tyrans, les gens en avaient marre de se faire emprisonner sur lettre de cachet pour des raisons qui n'existaient pas. Or, c'est faux. À la prise de la Bastille, ça n'a jamais été la prise de la Bastille, puisque en réalité les gens se révoltaient contre ceux qui s'accaparaient les récoltes et qui spéculaient. Donc ils avaient été d'abord aux Tuileries, qui était la réserve d'armes. Ils avaient été aux Tuileries chercher des armes. Et c'est toujours un truc qui existe dans l'armée française, on sépare toujours de l'éco-munition de l'armurerie. Ça c'est traditionnel. Hein. Moi qui ai fait l'armée, je le sais. Hein. Jamais les munitions et les armes au même endroit. Donc ils avaient été chercher les armes aux Tuileries, ils avaient été à la Bastille chercher la poudre. Ils n'ont pas pris la Bastille pour faire soi-disant tomber le pouvoir arbitraire. Est-ce que vous savez combien il y avait de prisonniers dans la Bastille le 14 juillet 1789 7. Alors, il y en a qui disent 3, 7, 9. Quoi qu'il en soit, il y en avait très peu. Il y avait certainement un tueur en série, quelques fous aliénés, et puis c'est tout. Personne n'était enfermé sur lettre de cachet, c'est un mensonge de l'éducation nationale. Il faut se sortir ça de la tête, ça n'a jamais existé. Les gens étaient partis chercher la poudre à la Bastille. La Bastille était une prison, mais aussi une réserve de poudre. Et ce qui s'est passé, comment la Bastille s'est écroulée? Elle ne s'est pas écroulée par des soi-disant tirs d'armes à feu, ou des gens équipés de quoi? Ils étaient équipés de leur matériel de paysans. Comment on pouvait faire tomber une telle forteresse avec des morceaux de bois? Personne ne s'est posé la question. C'est une imposture. En réalité, ce qui s'est passé, pourquoi quelques dans le mur de la Bastille sont tombés, c'est parce que juste à ce moment-là, les pièces d'artillerie de l'artillerie royale, qui est aujourd'hui le premier régiment d'artillerie, qui était le régiment de la Fer, n'ont pas tiré sur les révolutionnaires. Ils ont tiré sur la Bastille, sur les gardiens de la prison qui étaient en train de tirer sur le peuple, qui étaient en train de tirer sur la foule. Les monarques étaient garants des hauts intérêts de la sécurité du peuple. C'est les canons et les pièces d'artillerie du roi qui ont tiré sur la Bastille. Donc il faut bien comprendre que tout ça, c'est une arnaque de l'éducation nationale. Et que tout ça, c'est faux. Les gens, si à un moment donné se sont révoltés, c'est parce qu'ils crevaient la dalle. Parce qu'ils crevaient la dalle, très clairement. Et puis bon, ils voulaient aussi mettre fin à tous les privilèges des régiments. Très clairement. Si vous allez au château de Vannes, on l'a vu, mais si vous allez au château de Vannes, il y a une petite plaque en marbre où c'est gravé dessus 6J, les privilèges de la Bretagne, mort en 1789. Notamment le privilège des routes, les avantages fiscaux qui avaient été négociés par les ducs et duchesses de Bretagne, notamment à Anne de Bretagne, qui était née à Nantes. Donc il y avait négocié avec la cour certains avantages fiscaux sur les timbres. C'était la première révolte des Bonnets Rouges, là où ils ont commencé à augmenter les prix du timbre. Mais c'était aussi la fin des privilèges. On dit c'est la fin à l'école, on nous dit c'est la fin des privilèges des nobles et des riches. Faux, ils ont donné le pouvoir aux riches, ils leur ont pas enlevé les privilèges. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est exactement l'inverse. Alors suite à ça, évidemment, la sauce a commencé à monter à Paris. Ça n'a jamais été une révolution dans toute la France. Jamais. C'était une révolte parisienne. Évidemment, le roi Louis XVI, à l'époque, a commencé un petit peu à avoir le foie parce que, évidemment, Louis XVI ne faisait rien. Louis XVI, il avait perdu tout contrôle. Le contrôle avait été pris par les riches, par les spéculateurs. Donc, à un moment donné, les Français, les Parisiens, ils disent qu'est-ce que fait le roi? Si à un moment donné arrêté, la fameuse fuite à Varennes, en réalité, il a été arrêté à Sainte-Ménéhould, il a été reconnu à Sainte-Ménéhould et il a été arrêté à Varennes. C'est parce que les Parisiens lui en voulaient de ne pas avoir garanti leurs intérêts comme les monarques l'ont toujours fait. Toujours. Donc il a été arrêté, il a été jugé, évidemment il n'a pas été jugé par le peuple, il a été jugé
par les futurs républicains. Et pendant son procès a commencé le règne de la terreur. La terreur, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais c'était vraiment, assimiler ça au terrorisme d'aujourd'hui, très clairement. La terreur a commencé pendant son procès. Et il faut savoir que pendant le procès de Louis XVI, donc il a été incarcéré automne-hiver 1792, et les républicains, donc les soldats qui étaient devenus républicains à l'époque, avaient interdit au 24 décembre la messe de minuit. Les gens s'étaient pointés devant les églises pour la messe de minuit, les soldats devant les portes des églises, ils ont dit on ne peut pas rentrer pour aller à la messe, ils ont dit non, c'est terminé, vous rentrez chez vous, fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, le jansénisme, les francs-maçons, qui étaient clairement anti-cléricaux. Ils voulaient la chute de la monarchie, mais surtout la chute de l'Église. La franc-maçonnerie est une contre-église de Satan. Ils voulaient la fin du catholicisme. Donc ils avaient interdit aux gens d'accéder aux églises le 24 décembre 1792, pendant que Louis XVI était incarcéré pendant son procès. Janvier 1793, le 21, Louis XVI a été guillotiné. Et alors là, à partir de ce moment-là, c'est parti. Alors là, ça a été le plus grand massacre que la France n'ait jamais connu. Et quand j'entends Nicolas Sarkozy dire que la France ne s'est jamais rendue coupable de génocide sur son propre peuple, c'est faux. Il s'est rendu coupable, pour la naissance de la République, du plus grand génocide qui ait existé en France. C'est ce qu'on appelle le règne de la terreur. Et ça s'est traduit, évidemment, par la résistance. Les Français qui étaient profondément attachés à la monarchie, profondément attachés à l'Église, ils ont décidé, ils ont dit, c'est niette, nous ne voulons pas de votre République. Nous ne voulons pas de votre République. Et ça s'est traduit par des massacres. Ça s'est traduit par des massacres, notamment en Vendée. Tout le monde a entendu parler des guerres de Vendée. Et en Bretagne aussi, je suis originaire de cette région. Et les résistants, bon, c'était pas que en Vendée et en Bretagne, hein, c'était un petit peu partout en France. Et ça a été la révolte des Chouans. Les vrais révoltés, les vrais révolutionnaires, enfin les vrais révoltés et pas révolutionnaires, parce que quand on fait une révolution, on change les idées. Les révoltés, on se bat contre une idée qui se met en place. Alors, je vous ai apporté quelque chose. Là, je vais vous montrer ça, c'est très important. Alors, donc les Chouans se sont battus contre ça et ils se sont fait massacrer. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde s'est fait massacrer. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient profondément attachés à la monarchie et à l'Église. Alors là, je vous ai apporté, ça c'est une pièce de musée, hein. Ça vient du musée de la Chouannerie, qui a fermé ses portes là, il y a très peu de temps, donc, le musée de la Chouannerie de Dole-de-Bretagne. Donc ça c'est ce qu'on appelle un scapulaire. Et en fait, les soldats chouans, vous pouvez regarder les vidéos, probablement des gravures d'époque, les soldats chouans portaient le cœur sacré de Jésus, donc on voit très bien l'attachement à l'Église, portaient ça sur leur costume, et quand les soldats chouans se faisaient tuer, on récupérait le cœur sacré de Jésus. Donc ça c'est un authentique morceau de lin, hein, les chemises étaient en lin à l'époque. Et donc, on récupérait le cœur sacré de Jésus sur leur chemise, on les rendait aux familles et ils les encadraient, comme ça, et ils les accrochaient au mur, ils les gardaient dans leur maison, dans leurs appartements, en souvenir de leurs défunts, en souvenir de leurs défunts. Voilà. Alors évidemment, ça s'est terminé dans un bain de sang. Dans un bain de sang absolument ignoble. Les soldats républicains s'en vantaient. Les soldats républicains s'en vantaient, notamment il y en a eu un qui s'appelait François-Joseph Westermann, qui était un général républicain, donc qui a été massacré des Vendéens. Parce que les Vendéens, ça, le cœur sacré de Jésus, c'est ce que vous retrouvez sur le drapeau vendéen. Ça, c'est le symbole de la Vendée à l'heure actuelle, le cœur sacré de Jésus. Ça, c'est une pièce qui a plus de 200 ans. Ça a traversé l'usage. Alors là, je vais vous lire un petit passage, une citation de ce fameux général Westermann. Écoutez bien, c'est absolument ignoble.
Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. J'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. Voilà ce qu'est réellement la Révolution française. Voilà sur quoi se base la République. Ce n'est pas l'idéologie des Lumières, les philosophes qu'on a appris à l'école, qui ont apporté la lumière, du savoir et de la connaissance et de la liberté sur la France. C'est faux. La réalité, elle est là. La République s'est construite sur un massacre. Elle est là. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de la République et de la démocratie? Il faut garder un truc à l'esprit, c'est l'importance de l'argent. L'argent a eu une importance capitale sur l'avènement de la République. Alors au début, comme je vous l'ai dit, ça se faisait par le vote censitaire. Donc, uniquement les hommes de plus de 25 ans qui avaient de l'argent pouvaient se permettre de prendre des décisions. Et aujourd'hui, l'argent, bien évidemment, dans le cadre d'une élection, voire même d'un référendum, n'a absolument plus d'importance, puisque le vote est bien entendu gratuit, mais on en garde quand même une petite trace, puisque pour l'élection des primaires, il faut apporter sa petite cotisation, hein, donc à hauteur de 2 euros, 1 ou 2 euros, en fonction des plus voleurs, hein, ça dépend s'il faut remplir plus ou moins les caisses. Donc, mais l'argent, aujourd'hui, dans le cadre électoral républicain, se fait par la corruption. L'argent, la corruption, on donne de l'argent. Donc aujourd'hui, ce sont les grandes sociétés qui veulent faire plus fructifier leurs intérêts, leur argent, qui veulent vendre leur canne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent. C'est l'investissement pour eux. Pour eux, ils appellent ça investissement. Nous, on appelle ça corruption. Ils donnent de l'argent aux députés qui sont en place, aux gens qui légifèrent. Ils disent, bon ben voilà, tu me vois pour que les gens achètent ci, pour que ça soit interdit, qu'ils achètent autre chose, et ainsi de suite. Voilà comment ça se passe en réalité. On donne de l'argent aux gens qui légifèrent, pour qu'ils légifèrent dans le sens des riches. On revient toujours à l'élite bourgeoise. Alors bien entendu, la démocratie dans laquelle, la pseudo-démocratie dans laquelle on est bien sûr une illusion. Parce que ceux qui légifèrent financent aussi les médias. D'ailleurs, on voit des collisions entre les banques. Les banques possèdent des médias. Les banques possèdent des médias. Honnêtement, je ne vois absolument pas le rapport entre la gestion d'un compte en banque et la circulation d'informations. Ce sont quand même deux domaines qui sont totalement distincts. Donc, on voit très clairement que dans une république, l'opinion publique est manipulée. Elle est manipulée. Et donc, la démocratie dont nos chefs républicains nous rebattent les oreilles à longueur d'année est une fausse démocratie, puisque nous ne décidons de rien. Alors, ils vont me dire, bah si, vous décidez de vos élus. Faux. Faux, archi faux. D'ailleurs, quand on voit les cours, et Étienne Chouard l'avait démontré chez TADI, elle dit, c'est marrant, quand on voit, bah, celui qui passe le plus à la télé, bah, c'est celui qui est élu. Bah, là, en ce moment, en période électorale, vous avez qu'à regarder qui est le plus médiatisé, c'est Macron. Ah, il fait la une de tous les jours, comme dirait Pierre-Emmanuel Barré dans une de ses chroniques, il doit avoir une sacrée grosse vie ce Emmanuel Macron pour qu'il y ait autant de gens qui le suivent en même temps. Alors bon, à côté de ça, il y a aussi Marine Le Pen, qui est quand même pas mal médiatisée. Donc on va se retrouver très clairement avec un deuxième tour Macron-Le Pen. Donc, le système, je pense qu'il veut Macron, donc le petit génie de la finance internationale, donc, aux commandes de la France. Là, on est vraiment c'est très clair, hein. Là, on met la banque Rothschild au pouvoir. Et on voit très clairement que les gens sont manipulés, puisque Emmanuel Macron était là à la
socialiste. Alors, il y a un qui sont des fois, on dit non, je ne suis pas socialiste, un peu si, je suis socialiste, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, si, je suis de gauche. Bon. On va se retrouver avec un deuxième socialiste au pouvoir, si c'est lui qui est élu. Ça fait 5 ans qu'on vomit le Parti socialiste, ça fait 5 ans qu'on vomit François Hollande. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre François Hollande de nouveau au pouvoir. C'est dire si les mecs nous manipulent et à quel point la République est un truc vicieux. Manuel Hollande. Comment? Manuel Hollande. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, la démocratie. La démocratie dont on parle actuellement est une démocratie représentative, non pas participative. Si elle était participative, bien entendu, là, ça serait une vraie démocratie. Donc la représentativité avait été mise en place par la Constitution de 1958, hein, qui avait été mise en place par De Gaulle. Et la Constitution disait bien que le peuple gouvernait par la voix de ses représentants. Alors, j'ai pas connu, bien entendu, De Gaulle. J'ose espérer quand même que De Gaulle avait quand même un bon fond et qu'il s'imaginait que la représentativité allait bien fonctionner. Et que dans le vote des grandes lois, eh bien, les députés allaient demander l'avis de leur circonscription. Les députés sont évidemment des circonscriptions. Je veux dire, si on faisait une vraie démocratie dite représentative, pour au moins les grandes lois, comme on a vu, comme la loi Taubira, pour la loi El Khomri, la loi Macron, enfin, toutes ces grandes lois, eh bien, les députés, dans leur circonscription, peuvent quand même déclencher des référendums. Et là, dans ces cas-là, là, on a vraiment l'avis du peuple. Ils ne le font jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne les finance pas. On leur donne notre voix, mais ce n'est pas nous qui avons l'argent. Ils nous appauvrissent. Qu'est-ce qu'on a pour les payer? Là encore, on ne va pas se rendre coupable de corruption. On ne va pas critiquer les corrompus et les corrupteurs pour les corrompre nous à nouveau. Donc c'est pas possible. Donc on voit très bien que la représentativité ne fonctionne pas et nous n'avons aucun pouvoir car nous ne décidons de rien. Et quand il y a une loi qu'on ne peut pas, on a fait la loi Taubira, la loi El Khomri, on a vu des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans les rues, ils ont dit non. 49.3. Voilà, nous ne voulons pas de cette loi. Alors la loi Taubira fait l'objet de 6 mois de débat. 6 mois de débat pour finalement la loi elle passera. Et puis la loi El Khomri, finalement elle est passée. Et moi, ça passe à coup de 49.3. Alors c'est marrant parce que François Hollande disait le 49.3 c'est un peu un outil qui est un petit peu violent. Puis hop, Manuel Valls, tac, 49.3, loi passer de force. Donc très clairement, nous sommes dans un système dictatorial. Et moi, quand je vois des gens sur le plateau télé dire que non, nous ne sommes pas en démocratie, des journalistes qui s'offusquent, on voit très bien qu'ils sont à la botte du pouvoir. Clairement encore en démocratie, quelqu'un qui réfléchit un temps sur le peu et qui fait un petit peu le bilan du système est capable de dire nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, elle est directe, c'est un pléonasme, mais c'est direct, participative. Alors, il y a des exemples, même quand ils font appel à un outil démocratique. Alors, moi, par rapport à ça, donc c'est le référendum. Par rapport à ça, j'ai lu le petit revers de Kadhafi. Kadhafi ne considère pas le référendum comme un outil démocratique, dans le sens où on est limité à un choix oui non. Et là où le peuple ne peut pas exprimer le fin fond de ses idées. Parce que la base de la démocratie, c'est bien sûr le choix du peuple, mais c'est aussi l'expression de ses idées. C'est très important. Moi, je considère quand même que le référendum est quand même un outil quand même démocratique. Mais il a été bafoué à l'occasion d'un traité qui est très très connu. C'était en 2005, le traité constitutionnel européen. Donc les pays d'Europe ont été consultés, bien entendu la France. Les Français avaient dit non au TCE à hauteur de 55%. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les Français ont voté, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé 2-3 articles de place. En gros, ils nous ont pondu le même traité qu'ils ont appelé le traité de Lisbonne, qu'ils ont adopté sans l'accord du peuple. Donc le seul outil qu'on peut considérer comme démocratique qui est le référendum, finalement ils ont dit les Français ont mal voté et on va faire ça.
quand même une preuve de plus que nous ne vivons pas dans une démocratie. Et il faut bien comprendre que la République et la démocratie, ce sont deux systèmes différents. Deux systèmes différents. Et il y a un autre exemple que moi j'ai vécu de près, et que les militants alsaciens ont vécu de près, c'était donc pendant la réforme territoriale. Alors ça c'est pareil, ça c'est une loi qui avait été vivement contestée en Alsace, et qui finalement est passée, qui finalement a été votée, donc la loi NOTRe. Et les Alsaciens, eux, ils ne voulaient pas fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Donc on a manifesté pendant 2 ans, donc on a profité des élections départementales et régionales pour faire un petit peu passer le message. Hein, comme quoi, la fusion des régions est une catastrophe annoncée. Les Alsaciens, bien évidemment, ils avaient peur de perdre leur droit local. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils sont en train de détricoter le droit local, parce que c'est quand même quelque chose qui avait été accordé aux Alsaciens et à la Moselle aussi. Les accords Alsace-Moselle. Et là, ils sont en train très clairement de le perdre. Et il s'est passé 2 choses. Donc, après que la loi avait été votée, on a été demander des comptes à nos chers élus. Donc, dans un premier temps, on avait été voir Philippe Richert, hein, donc l'actuel président de la région Grand Est et l'ancien président de la région Alsace. Donc, je pense qu'il a vu le début. Il faut savoir que Richert, c'est lui qui avait organisé une des toutes premières manifestations en Alsace en tant que président du conseil régional. Je ne sais plus si c'était la toute première ou la toute première. Et évidemment, réaction de Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû dire un petit film qui vient par là, convoqué à Matignon. Il a dû se faire tirer les oreilles. Et puis finalement, Philippe Richert, hop là, il s'est un petit peu écarté, carrément écarté du mouvement. Et puis on a assisté à l'Assemblée nationale à une grande allocution de Manuel Valls. Il a dit: le peuple d'Alsace n'existe pas. Il n'y a qu'un seul peuple français, il n'y a pas de peuple alsacien. Parce que bien évidemment, donc, les Alsaciens sont très attachés à leur droit local, mais aussi à leur identité. C'est une identité très très forte. Je peux le comprendre quand on est breton. On est vraiment ancré de manière identitaire, mais on comprend très bien que les Alsaciens avaient peur de perdre leur identité. C'est ce qui va se passer. J'aurais expliqué, moi qui suis nantais, j'aurais expliqué ce qui s'est passé en 1942, quand on a séparé la Loire-Atlantique de la Bretagne. Vous revenez 40 ans plus tard, il n'y a plus personne qui sait qu'il est breton. Ça se résume à une petite poignée de personnes. Donc c'est ce qui va se passer en Alsace. Ça va aller très vite avec la propagande médiatique, ça va aller très très vite. À mon avis, ça ne prendra pas 40 ans. Et on le voit à Grand Est partout. Partout. Donc, on a conservé quand même Haut-Rhin-Bas-Rhin, mais il y a Grand Est partout. On le voit sur les plaques d'immatriculation, sur des réunions, des associations, c'est Grand Est partout. Alors donc, on a été demandé des comptes à Philippe Richert. On avait été le voir pendant qu'il tenait une réunion publique à Guebwiller. Alors je pourrais plus vous dire, c'était en juin 2016 ou 15. Donc on avait été le voir, on lui a demandé des comptes. On a dit: mais monsieur Richert, pourquoi vous ne nous avez pas soutenu? Pourquoi vous ne nous avez pas soutenu? Oui, vous comprenez, les parlementaires ont décidé, c'est comme ça. Oui, une leçon de démocratie, monsieur Richert. Oui, c'est comme ça. En gros, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir. Alors il faut savoir que les Alsaciens ont mis en place une pétition parce qu'ils se sont appuyés sur des textes de loi, parce que on avait quand même des gens qui étaient qualifiés, on avait des juristes, des gens qui étaient qualifiés en droit, qui ont cherché le moyen quand même de ne pas arriver à cette fusion. Donc ils ont cherché dans les textes de loi et on est tombé sur un article, je crois, du Code civil, il me semble. Je ne vais pas raconter de conneries, mais c'est un article, donc c'est l'article, je ne vais pas raconter de conneries non plus, il me semble que c'est l'article L1114-16, de je ne sais plus quel texte de loi, qui dit, et qui stipule précisément que si les citoyens arrivent à réunir minimum 10% de signatures d'une pétition, ou 10% du corps électoral, donc au niveau communal c'est 5%, au-delà régional et national c'est 10%. Si on arrive à réunir 10%, donc là pour l'Alsace c'était 127 000 signatures, il nous fallait 127 000 signatures. Si on arrive à recueillir les signatures, on peut demander, ça n'enclenche pas le référendum, mais on peut le demander juridiquement. On peut le demander. Manque de peau, on en a eu que 100 000, donc, mais on nous avait laissé que très peu de temps.
parce que c'est en fonction des échéances électorales, il faut déclencher la demande de référendum 6 mois avant une échéance électorale. Donc on a eu, je crois qu'un mois, on a eu une période très très courte, on a bûché. Moi je sortais du boulot, c'était la pétition Alsace, donc la pétition s'appelait la pétition Alsace retrouve ta voix. Donc je sortais du boulot, on allait, je prenais même des pétitions avec moi chez les clients, quand j'allais en Alsace, je faisais signer les gens. Donc au final, on n'a eu que 110 000, donc le référendum, au moins la demande, là, on a pu se la garder, je pense. Et suite à ça, on avait demandé aussi des comptes à un autre élu, qui est Éric Stroman, qui est élu dans une circonscription, c'est un député élu dans une circonscription du Haut-Rhin. On l'a rencontré complètement par hasard à une foire très connue en Alsace qui s'appelle la foire Simon et Jules, un petit village qui s'appelle Absac, c'est à côté de Mulhouse. Et on est tombé sur notre cher Éric Stroman à qui on a demandé des comptes. Et il avait été filmé en caméra cachée. Donc on a enregistré tous ses propos. Et c'est vérifiable. Ça avait été d'ailleurs mis sur Facebook et ça avait fait quand même beaucoup de vues. Donc on a demandé des comptes. Comme à Philippe Richard, on a dit mais pourquoi vous n'avez pas soutenu? Vous êtes élu du peuple. Vous êtes élu du peuple. Vous auriez dû garantir nos intérêts, nos idées. C'est pour ça que vous avez été. Et vous savez ce qu'il nous a répondu? Il a dit oui. Mais pauvre, même si vous aviez eu 1,8 million de signatures, votre référendum, vous ne l'auriez pas eu. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire la demande de référendum, mais tout en haut à Paris, on nous leur a dit allez bien vous faire voir votre référendum, vous ne l'auriez pas eu. C'est clair, vous n'aurez pas votre référendum, le peuple n'a pas à dire ce qu'il veut, dire ce qu'il pense, il n'a pas à prendre de décision. C'est ça qu'il nous a dit. Donc démocratiquement, en France, on en est là. Le bilan, il est là. On n'a absolument aucun pouvoir en France. Alors, à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi le système permet? Pourquoi les gens se voient demain? J'ai l'impression qu'il y a une petite poignée de personnes que ça offusque et qui se lèvent contre ce pouvoir qui est clairement tyrannique, qui est un pouvoir dictatorial. Alors, moi, je me suis penché sur une explication. Alors, c'est pas la seule explication. Je pense qu'elle est bonne, mais c'est pas la seule explication. On ne peut pas non plus se pencher sur toutes les questions. Alors, je me suis dit que finalement, les Français, c'était des beaux assistés. Et les Français, les gens, ils aiment bien qu'on décide à leur place, finalement. Ils aiment bien qu'on décide à leur place. Pourquoi ils aiment bien qu'on décide à leur place? Parce qu'à mon sens, ils ont une mentalité de jeunes. Ils ont une mentalité de jeunes. Les jeunes, vous savez, ils n'ont pas cette tendance à prendre des décisions, mais à vouloir à faire des choses concrètes. Je ne critique pas les jeunes, mais c'est la mentalité inhérente du jeune. Alors, il y a un petit moment de ça, j'avais écrit un très court manifeste sur la démocratie. Et donc, j'ai exposé mon avis sur la question, donc l'explication. Donc, dans un paragraphe que j'ai appelé Jeunisme et démocratie, une approche psychologique du système. Alors, vous allez voir, il y en a pour 5 minutes à lire cette partie. Donc, je me suis penché sur la question du jeunisme pour expliquer ce manque d'intérêt pour la politique et les décisions qui nous incombent. Alors voilà. Irak, Afghanistan, Libye, voilà des nations que l'on a sous prétexte de régime politique moralement non acceptable, investi, envahi ou même détruit. Étonnamment, l'emploi de la force armée, aussi lourde soit-elle, nous l'avons accepté comme nous acceptons notre état servile et le système qui nous est présenté comme une authentique démocratie. L'étonnement s'élève à la hauteur du paradoxe des annonces de propagande. La démocratie étant factuellement un régime de libre choix, comment est-il possible qu'il puisse s'imposer par le sang? Mais pourquoi acceptons-nous, pour l'immense majorité, une telle contradiction? Pourquoi avons-nous accepté, voire validé en conscience de tels agissements? Avant de valider les faits, nous validons principalement de manière inconsciente l'élite gouvernante responsable du chaos.
puisqu'en amont, ils ont été élus. Autrement dit, les instances gouvernantes et les hommes agissant en leur sein ont toute légitimité populaire, même s'ils n'ont pas été mis au pouvoir pour guerroyer à travers le monde. Cette légitimité réside dans une vision paternelle de l'élite. Ayant fait campagne et gouvernant sur des principes humanistes et protecteurs, nous accordons un caractère vertueux à n'importe quelle action menée à l'étranger ou en France. Comment, par l'écho de notre histoire familiale quant à l'image virile et le rôle protecteur du père, pouvons-nous imaginer une seule seconde qu'il puisse véhément nous trahir et nous asséner la souffrance? Toute la problématique est là. Mais pour que nous puissions envisager une autorité de type paternel, il apparaît nécessaire qu'il y ait un jeune en face du père. Une notion n'allant irrémédiablement pas sans l'autre, l'absence d'adolescent amputerait d'emblée l'emprise paternelle en la rendant totalement inutile. De toute évidence, en tant qu'adulte responsable, il est difficilement envisageable que nous nous comportions finalement comme des adolescents. Et pourtant, depuis mai 68, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse que de monter les jeunes sur un piédestal, de les flatter à coups de campagnes électorales mensongères, idéalisant le projet d'avenir pour une jeunesse en perdition, et de les abreuver d'abrutissement le plus longtemps possible au cours de leur vie. Mais finalement, sans jamais leur apporter autre chose que chômage, désespoir et divertissement qui leur fera oublier leur existence désastreuse. Étant flattés d'être jeunes, nous nous complaisons dans cette position confortable de laquelle nous ne voyons aucune raison de sortir. Bien qu'ayant atteint l'âge adulte, avec toutes les responsabilités qui y sont associées, la société tout entière s'affaire à prolonger cet état de confort et d'insouciance qui caractérise le jeune. Divertissement de masse, assistanat tous azimuts, nostalgie médiatique des années de jeunesse, autant de méthodes nous ramenant systématiquement à une période de notre vie durant laquelle tout nous semblait dû. Le jeune vit sous protection physique et pécuniaire de ses parents, et surtout il ne prend ni part ni position dans quelque domaine que ce soit. Il se laisse vivre comme bon lui semble, ou plutôt comme vient la vie, sans jamais se préoccuper de son avenir, de son éveil personnel, tant que le père nourricier s'occupe de lui pour lui assurer une existence dénuée de toute contrainte. L'idéologie du jeunisme étant bien établie et inscrite durablement dans une grande majorité populaire, son application politique en découle logiquement et devient un art de dominer le peuple par la manipulation de la flatterie. Mais ce peuple a cédé le pouvoir qui lui est dialectiquement dû, et ce dans une béatitude générée par la vénération élevée au rang d'amour paternel inconditionnel de l'État-providence duquel on attend absolument tout et dans lequel nous plaçons aveuglément notre confiance. De surcroît, cet état végétatif s'illustre à travers l'attitude passive et désintéressée d'un nombre important de personnes quant à la vie politique du pays, et particulièrement chez les jeunes. Les rouages de l'accaparation du pouvoir par l'élite sont parfaitement huilés et forment une mécanique vertueuse. Gouvernement et Parlement ayant les pleins pouvoirs remis solennellement par des électeurs adolescents, ils s'empressent de créer le dégoût qui freinera durement l'intérêt quotidien du peuple pour la politique afin de faire perdurer leur place dirigeante. Cette aliénation est d'autant plus inquiétante que malgré les trahisons systématiques et la paupérisation galopante au profit de l'oligarchie bancaire et de ses vassaux élus sur du mensonge indécent, le peuple poursuit son chemin d'autodestruction en remettant fidèlement à chaque élection son pouvoir entre des mains avides de pouvoir absolu et de domination perpétuelle. Si les choses vont mal, c'est parce que c'est de notre faute. Nous nous complaisons dans l'assistanat politique. C'est pas 100% des gens, on est bien d'accord. Mais le problème, il est là. C'est qu'une grande, immense majorité se complaisent en réalité dans ce système. Quand on fait passer une loi, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent. Ils rentrent chez eux. Une fois qu'on aura tiré les étiquettes, hop, ils rentrent chez eux, ils font l'histoire, la loi, elle est votée, et après, plus personne ne dit rien. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils nous flattent en permanence
en prolongeant notre état de jeune, d'adolescent, pour nous asservir. C'est une technique, alors j'ai dit que ce n'est pas la seule explication, mais c'est une technique qui est employée très clairement par le système républicain. Alors en conclusion, je retrouve ma conclusion. Et là j'en viens donc au sujet de départ quand même qui est l'abstentionnisme, hein, puisqu'on nous sommes en période d'élection. Alors compte tenu de l'essence de la République, il me semble quand même nécessaire de ne plus prendre part au système par le vote électoral qui veut nourrir. Si on continue à aller voter à des élections, mais si on continue d'aller élire des maîtres comme dirait Étienne Chouard, on continuera toujours dans la même lancée. Il faut arrêter d'élire. Et ça commence par l'abstention. Je discerne bien l'abstention dite passive de celui qui se désintéresse complètement de la politique, et l'abstention active qui consiste à dire que nous ne sommes plus d'accord avec ce système, nous avons compris à quelle sauce nous sommes mangés, nous avons compris comment fonctionne le système, nous n'en voulons plus. Et quel est le moyen d'expression de ce rejet du système? Pour moi, c'est l'abstention. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais l'abstention, ça ne va pas régler les choses. Bien sûr que oui. Ce n'est pas un but final. L'abstention n'est pas une finalité en soi. C'est le début. Au contraire. Et je pense que cette idée d'abstentionnisme actif, c'est pour moi un point de ralliement de toutes les colères et de toutes les luttes. Parce que il y en a qui vont dire nous, on ne veut pas d'action des régions. Donc ça va être ça va être un petit peu leur leitmotiv. Puis l'autre, ça va être nous, on ne veut pas de la loi Taubira. Et puis nous, on est plus sur le plan économique. Nous, on est plus sur le plan financier, idéologique, enfin, tout ça. Et sur l'éducation aussi, très, très important, puisque c'est l'éducation nationale qui nous manipule. Je pense que toutes ces luttes peuvent converger sur l'abstentionnisme. Parce que tout le monde est d'accord, tous les gens qui sont en lutte permanente, comme moi d'ailleurs, on dit non, nous ne voulons plus de ce système. Déjà, il faut commencer par la réflexion. Le problème, ce n'est pas ça. C'est que quand on gagne une élection, oui, c'est 51% des gens qui votent. Imaginons oui, qu'il y en a 10 millions d'habitants oui, et qu'il y en a seulement 4 millions qui vont voter. Oui. L'élection, elle est gagnée par 51% des 4 millions qui ont été votés. Oui. Imaginons-nous que l'abstention, elle est de 60%. Ça ne résout pas le problème. Bien entendu. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne résout pas le problème. Mais par contre, ça change par le système. Et ce qu'il faut, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment voter dans l'opposition qui n'a jamais gouverné pour passer le système. Alors, d'accord, je vais répondre à la question. Alors, pour les questions, on pourra voir ça après l'exposé. Je vais répondre. Sinon, ça va mettre à quoi 100 ans et tout le monde il va s'abstenir, oui. Hein, même 80%, mais il y en a 20% qui vont continuer à gouverner avec les votes de 51%, de 20%. D'accord, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Évidemment, l'abstention, je l'ai dit, ne réglera pas le problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une finalité. Je dis simplement que l'abstention, plutôt l'abstentionnisme actif, est un point de départ, est un point de ralliement, un point de convergence des luttes. Il est depuis longtemps déjà. Parce qu'il y a une forme d'abstention. Oui, mais les gens s'abstenaient parce qu'ils disent bon, bah voilà, c'est tout est pourri, ou ils préfèrent aller à la pêche le dimanche matin, le dimanche après-midi. Mais c'est vraiment sur le fond idéologique. Parce que les gens ont besoin de se rassembler. Je dirais à un moment donné, si on veut faire tomber le système, il faut qu'on se rassemble. Il faut provoquer un choc. Il faut provoquer un choc. Vraiment l'inverse. Alors, je ne dis pas que l'abstentionnisme est l'unique solution. Je dis qu'elle peut être une solution et un point de ralliement. Attention, vous voyez, il ne faut pas tomber dans les clivages, il faut bien se parler. Parce que là, on va rentrer de nouveau dans les clivages. Nous voulons la même chose. Et justement, je vais terminer là-dessus.
qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons décider. Nous voulons décider du financement des entreprises, des impôts, de tout ça, des salaires. Et on a le droit de rêver et de décider par voie de référendum, pas d'un SMIC à 4 000 euros. Oui, parce que si on arrête la société de l'actionnariat et la société du salariat, non seulement on peut avoir des salaires qui vont être le fruit de notre travail, mais bon, admettons, on reste dans la société du salariat, qu'est-ce qui nous empêche, par la mise à mort des actionnaires, enfin, de l'actionnariat, et de récupérer le fruit de notre travail et de mettre un SMIC à 4 000 euros? Alors, c'est ça, c'est un exemple, mais c'est ce qu'on veut. Ça suffisait de plafonner les salaires des gens qui sont au gouvernement, du pouvoir public, de l'assistanat, Oui. Finir avec. Voilà, alors ça c'est du détail, mais je veux dire, c'est une idée qui est la mienne, chacun va avoir ses idées, mais justement, dans une démocratie, on va pouvoir débattre de ces idées-là et au final prendre une décision par voie de référendum, par voie démocratique, et trouver un consensus entre tout le monde, parce que le mieux c'est de trouver un consensus, de faire des décisions qui vont plaire à tout le monde, qui vont arranger tout le monde. Un consensus, ça viendra du peuple et jamais d'un politique. Bien entendu. Bien entendu. Donc c'est pour ça que l'idée de l'abstentionnisme est déjà une manière de dire nous ne voulons plus des politiques, nous voulons le pouvoir, nous voulons la réelle démocratie. Et c'est ça. Alors, comment ça va passer? Je ne sais pas. Ça peut très bien passer par l'insurrection ou par la chute des institutions comme les banques, la nationalisation des banques forcée par le peuple, bien entendu. Ça peut passer par la chute du RSI, ça peut passer par plein de piliers. Moi, je me base sur le pilier idéologique. Il y a des gens que je connais qui se basent sur les piliers économiques et financiers. Il faut abattre tous les piliers. Mais c'est ça le but. Nous voulons tous la même chose. Et attention, ne rentrons pas dans les clivages. Ne rentrons pas dans les clivages. Chacun va avoir sa méthode. Et au lieu de dire non, c'est moi qui ai la bonne méthode, non, c'est moi, et non, c'est moi, il faut mettre nos méthodes. À mon avis, il faut casser la barre. Bien entendu. Mais justement, et c'est ça, et je vais terminer là-dessus, le truc, c'est que c'est le peuple qui va mettre fin à ce système. Moi, les mecs comme Asselineau et les mecs comme Mélenchon, ce ne sont que des sirènes qui chantent et on est attiré par ce chant. Mais Asselineau, c'est un très bon conférencier, c'est quelqu'un qui est très cultivé sur la question européenne, mais sur les autres questions, qu'est-ce qu'il propose? Et moi, quand il dit à la fin d'un discours Vive la République, je me dis, celui-là, c'est un collabo, très clairement. Mélenchon lui dit, oui, je vais vous proposer la constituante, mais bien sûr, l'élite française à la botte de l'oligarchie européenne et mondialiste, bien sûr qu'il va s'affranchir de tout ça. Ah bah il peut le faire, hein, mais il va finir comme Kennedy. C'est très clair. Donc la solution ne viendra pas des politiques, ce ne sont que des sirènes qui nous montrent. Il y a 5 ans, je suis désolé, mais en 2012, Hollande, il nous a fait une campagne mensongère, ça a été la campagne la plus mensongère. La seule promesse qu'il a tenue, c'était la loi tolérance, c'est une année promis qu'il a fait, mais savoir pour les intérêts de qui aussi. Mais ça a été une campagne archi mensongère, et puis finalement, on a été dégoûtés. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, on va voter pour lui. Ah bah tiens, Mélenchon, on va essayer Mélenchon. Et puis après, on va essayer qui? On va essayer Marine Le Pen. Et puis après, 5 ans plus tard, on va essayer Asselineau. Et puis ça va durer combien de temps? Ils sont tous dans la même équipe. Ça sont comme les verts. Les verts sont comme la pastèque. Les verts de l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Voilà. Donc la solution viendra de nous. Et ça passe déjà par la formation des gens, on essaie de leur expliquer, et puis de leur dire, mais à un moment donné, il va falloir sortir les doigts, nous les amis, et ben il va falloir se sortir les doigts et faire quelque chose. La solution viendra de nous, et uniquement de nous. Voilà. Là où tu as raison, c'est d'abord je te remercie d'avoir parlé des mensonges de l'éducation nationale sur l'ancien régime, parce qu'ils sont criants. C'est vrai que les génocides qu'ont fait les nazis sur diverses sortes de populations, je ne rentre pas dans les détails, ont été copiés sur le génocide vendéen. Ce sont les républicains français qui ont donné l'exemple. Le problème, là tu as raison, c'est de dire que l'élection ne résoudra jamais le problème. Parce que si on veut être démocratique, il faut qu'il y ait une représentation du peuple par les élus. Or, cette représentation est interdite par la Constitution de notre République. Charles Maurras disait que la République ne sait pas gouverner. C'est charmant, hein, c'est tout un programme. Mais c'est bien se défendre.
Elle n'a pas été faite pour supprimer les privilèges, mais pour les accaparer dans les mains d'une élite. Finalement, ils ont augmenté les privilèges et ça nous coûte beaucoup plus cher. Sous l'Ancien Régime, on travaillait 14 jours pour l'État. Aujourd'hui, on travaille 200 jours pour l'État, peut-être la moitié de l'année. C'est là le problème. Le problème, c'est qu'il y a un article dans la Constitution de la Ve République qui interdit le mandat impératif à tous les niveaux. Donc, quand on parle de représentativité, il ne s'agit pas de représenter le peuple, les élus représentent leur parti. Pour avoir une chance d'être élu, il faut avoir l'adoubement, il faut avoir l'investiture du parti, et si vous ne faites pas ce que dit le parti, vous n'avez plus d'investiture, ou à la limite, vous êtes poussé au suicide, comme Bérégovoy, comme d'autres, voilà, vous ne faites plus partie du système, vous êtes éliminé. Et la République a toujours gouverné par le crime. Le crime politique, ce n'est pas réservé aux tyrans. On a conscience, oui, c'est... Donc, quand on aura ce genre de constitution républicaine, on ne sera pas représenté et l'élite sera très bien se compter. Ils ne sont pas nombreux, nous on est plus nombreux, mais ils ont tous les pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de démocratie, comme disait Burke ou Montesquieu, parce que pour qu'il y ait des démocraties, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. En face du roi de France, il y avait 18 ou 19, suivant les époques, parlements de province, il y avait l'Église, il y avait les corps intermédiaires, il y avait les corporations, et tout ça faisait de la résistance. Et comme tu l'as très bien démontré, Louis XVI a perdu tout pouvoir, tout contrôle à la veille de la Révolution, et les francs-maçons, avec à leur tête son cousin Philippe d'Orléans, ont organisé la spéculation sur les grains, ont organisé des famines, et c'est ça qui a poussé le peuple de Paris dans la rue. Parce que la province, on mangeait un peu moins mal. Bon. Comment sortir de là? Ça va être très difficile, parce que ces gens-là savent très bien se défendre. Ils vont défendre leurs privilèges. Je ne vois pas très bien comment on pourrait faire. L'abstention, c'est une solution dans la mesure où la représentativité d'un élu qui aurait été élu avec 10% du corps électoral, s'il n'y a que 20% qui votent, il a la moitié plus une voix, ça fait que 10% du corps électoral. Il n'a aucune légitimité, mais il s'en fiche complètement. Il a tous les pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est bien simple aujourd'hui. L'exécutif fixe l'ordre du jour des assemblées, donc il vote ce que l'Assemblée veut. Et si l'Assemblée ne veut pas, parce que le gouvernement veut, et si l'Assemblée ne veut pas le voter, c'est l'article 49.3. Pour ce qui est des juges, c'est pareil. Il faut savoir que c'est le gouvernement qui fixe la carrière des magistrats et que les juges de la magistrature debout, c'est-à-dire de tous les parquets de France, reçoivent des instructions, ils ne sont pas indépendants, ils reçoivent des instructions du ministère de la Justice et ils ne sont pas du tout indépendants. Et comme ce sont eux qui fournissent les tribunaux pénaux en France, ben, les magistrats du siège, s'ils veulent avoir un avancement, ils sont bien obligés de faire de temps en temps plaisir aux représentants du gouvernement qui sont des juges qui ne sont pas du tout indépendants, ce sont ceux du parquet. Oui, c'est exactement ça. Et pour illustrer ce que vous disiez, même s'il y a très peu de personnes, 60-70% d'abstention, les mecs sont quand même élus, bien sûr, puisqu'ils sont élus sur les voix exprimées et non pas sur les inscrits, effectivement. Et on l'a très bien vu avec l'élection de François Hollande. Alors, on dit François Hollande a été élu à 52%, je sais c'était 51,9%, on a arrondi 52%. Oui, mais 52% de quoi? C'était 52% de 80% de votants. Évidemment, donc ça faisait largement moins, je crois, 40-45% de voix pour François Hollande. Au deuxième tour. Au deuxième tour, oui, au deuxième tour. Et après, c'est bizarre parce qu'au fur et à mesure des lois qui plaisaient à personne, on dit bah alors, ils sont où les mecs qui ont voté pour Hollande? Personne n'a voté pour lui. Enfin, c'est lui, personne n'a voté pour lui. C'est lui qui a reçu le plus de voix, mais largement moins de la moitié des Français. Alors déjà sur les inscrits, il faut prendre en compte aussi les gens qui ne sont pas inscrits. Les gens qui ne sont pas inscrits sur les électorales, alors on arrive à combien? Pour Hollande 35%? Je dis encore un gros problème, c'est que ce qui est en train de se passer en France depuis 5 ans, c'est que moi
moi j'habite à Thiers, juste à côté d'Orly. Donc, quand nous arrivons tous les immigrés, moi-même je suis immigré, mais avec tout le monde qui est arrivé, on a fait un cinéma, on a donné de l'argent à la Turquie pour fermer le flot des immigrés, pour les retenir en Grèce et aux frontières. Et sans que personne ne s'aperçoive, le gouvernement français a fait un pont aérien pour Orly Sud. Où ils sont arrivés 9 000 par jour. Orly Sud, personne ne parle de ça. Et si vous allez dans les préfectures, de Val-de-Marne, 77, parisienne, à 5h du matin, il y a la queue pour faire les papiers. Mais naturalisation française. Nationalisation. C'est-à-dire, on va en avoir 1 500 000 qui vont s'abstenir de plus, mais vous avez déjà 2 millions qui vont voter de plus. Donc, ça, c'est un vrai problème où ça ne marchera pas. Parce que les politiques, ils fabriquent le vote. Ils fabriquent le vote par ce moyen, par le moyen des associations qui financent, ils achètent le vote, par tous les cités en France qui créent des associations sur place, que tous les politiques locaux ils financent et qu'ils achètent le vote, ils ne pourront jamais y arriver. Parce qu'ils ont besoin de légitimer leur pouvoir. Et justement, quand on sait ça, on se dit que finalement l'abstention, parce que s'ils veulent des électeurs juste pour avoir des chiffres, c'est qu'ils en ont peur de l'abstention. Ils savent que si jamais les gens s'abstiennent, c'est peut-être qu'il y a une réflexion idéologique en amont. De toute façon, dans tout sondage, finalement, quand on a une question, êtes-vous pour ou contre le retour de Benzema dans l'équipe de France? Donc c'est un vote finalement. C'est oui, non, et on a toujours ne se prononce pas ou sans opinion. Lorsqu'il y a une élection présidentielle ou une élection peu importe, on a le oui, on a le non, et on ne se prononce pas. Le vote blanc. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se battent pour la reconnaissance du vote blanc. Alors, c'est un sondage. J'ai un contact, je connais quelqu'un qui se bat sur cet aspect-là. Bien sûr, mais dans le pire des cas, je suis pour la reconnaissance du vote blanc, parce que dans ces cas-là, on arriverait à l'annulation de l'élection. On allait faire partie du vote blanc, et là... Ah oui, mais bien sûr, mais pour ça, il faut qu'il soit reconnu. Or, c'est pas nous qui avons le pouvoir. Et ça, le vote blanc, jamais ne l'adopteront. C'est clair et net. L'abstention, c'est une chose, mais le vote blanc, le gars, il se déplace, il prend sa voiture, il va à la mairie pour volontairement rayer tout le monde. C'est la différence. Donc là, le vote blanc, on est sûr que le mec, il est engagé et qu'il dit il y a non. Il n'y a jamais le camembert. Ça c'est l'idéal. Moi, je répondis sur ce que disait José tout à l'heure. En 2012, après l'élection de Hollande, je suis allé sur la page Facebook du Front National. Et alors là, le Front National, Marine Le Pen, c'est formidable. La prochaine fois, en 2017, c'est nous qui aurons la majorité. Je ne dis pas du tout. Parce qu'on a donné le pouvoir, grâce à vous, en partie, à des gens qui vont vous faire venir en France 5 000 immigrés. 5 millions, ils vont leur donner le droit de vote et vous serez noyés. Tout à fait. Complètement noyés. Et voilà ce qui est en train de se passer. Parce que ça, c'est ce point aérien, j'en ai entendu parler sur Internet. Ah, si. Ça, vous voyez, je l'ai vu sur c'était le bouchon Orly Sud, le déchargement, début avec la canne, tout de matin au soir. Deux matins au soir. Ils débarquent, on leur donne la carte électorale. C'est ça. Le problème, c'est la Constitution. La Constitution, quand on vote, si on n'a pas 50% de la population qui vote, l'élection il devait être annulée. Un candidat pour gouverner la France, avec la France, on n'importe lequel, il devait avoir minimum 51% des votants de la population. Parce que ça, c'est de la triche. C'est de la triche. Mais ça, ce sont les républicains
les grands pensants qui se sont dit ça, on maintiendra le pouvoir à vie avec ça. Oui. Et ça, on est dans une dictature démocrate, si vous voulez. Constitutionnelle. C'est une apparence de démocratie. Alors justement, j'ai oublié de parler de ce petit point de détail dans la conclusion. Alors effectivement, j'ai oublié de parler de Constitution. Et la Constitution, c'est le point de départ. Enfin, le point de départ de notre pouvoir. Si nous prenons le pouvoir, nous allons d'abord commencer par réécrire une Constitution qui programmera notre pouvoir et qui va l'enlever à ceux qui dirigent, c'est-à-dire les banques et les élites parlementaires. Et ça, c'est la base. Et une fois qu'on aura défini les règles du pouvoir populaire, alors on pourra prendre des décisions nous-mêmes. Et là, ça va être une politique vertueuse qui ira dans notre sens. Et ce, sur tous les points. Et notamment sur la santé, hein, c'est quand même un sujet extrêmement important. La santé, l'écologie, l'économie, enfin, sur tous les sujets. Et je peux vous assurer que des gens érudits, des gens qui ont des connaissances pour, il y en a. Et on est parfaitement capable d'écrire une nouvelle constitution et de mettre en place des lois qui vont être vertueuses pour nous, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement érudits. C'est clair. Alors chacun aura son domaine de prédilection. Alors, c'est pas eux qui voteront des lois, mais ils seront chargés, parce qu'il faut imaginer aussi. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais il faut imaginer aussi que si on prend le pouvoir, on prend aussi la possession des médias, et que ces gens-là exposeront leurs idées, mais à aucun moment ne les imposeront. Voilà. Et écriront dans la Constitution que c'est le peuple. Il y a un débat que j'ai envie, on dirait que le journaliste, il est payé pour aller dans un sens. Bah, c'est sûr. Joffre disait quelque chose. Oui. Je n'ai pas peur des élections. Les gens voteront comme on leur dira de voter. Exactement. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Si on se retrouve avec Macron président, je suis désolé, mais ça veut dire que la propagande médiatique a parfaitement fait son boulot. Partout. Et pourtant, Qui c'est le patron de BFM? Le RMC de numéro 6. Voilà, les DNA, hein, qui est un journal alsacien, c'est appartient au Crédit Mutuel. Par exemple, les médias appartiennent à des banques. Donc, on le voit très bien. Mais si on se retrouve, c'est-à-dire que les gens n'ont pas réfléchi. Il n'y a que 3 journaux qui sont indépendants, donc eux dont on parle énormément, bien sûr, mais voilà, le Canard enchaîné et la Minute. Et ouais, le journal de la Minute, il y a des articles qu'on ne pourra même pas trouver nulle part ailleurs parce que justement, ils ont des effets de bombe. Alors, Mediapart et Canard enchaîné, on sait très bien ce qu'ils font, ils révèlent des scandales, ils sont spécialisés là-dedans. Et puis alors, je suis d'accord, mais et puis alors, qu'est-ce que ça change? Ça va pas changer grand-chose, parce que ça ne remet pas le pouvoir en question. Alors, et pourtant, les dossiers et les casseroles, ils nous les ont balancés à la gueule. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont continuer d'aller voter. Le chèque en blanc, il est signé. J'ai vu une femme interviewée, je ne sais plus par quel média, il me semble un média alternatif sur Internet. Et donc, c'était une réunion de public d'Emmanuel Macron. Et on voit cette femme qui a interviewé et dit, le journaliste lui demande, mais pourquoi vous voulez voter Macron? Il est beau, il est jeune. Je sais pas. Voilà. Après, je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire à chaque chose, c'est vachement. Le mec, on écoute, il y a un livre, mais c'est le Jean-Claude Van Damme de la politique. Il raconte n'importe quoi. Et c'est-à-dire qu'on va bien à faire un chantier là. On sait très bien qu'un cas de son âge, s'il arrive à l'Élysée, c'est pas lui qui décidera, c'est quelqu'un derrière lui. Bien sûr que oui. La loi El Khomri, c'est une loi qui émane directement de Bruxelles. Et on a mis un nom dessus. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que les gens le notent. Normalement, les ministres qui sont les gens de l'exécutif, donc ce sont des noms de ministres qu'on met sur des lois. Normalement, le législatif et l'exécutif, normalement, ils sont séparés. Donc déjà, il faudrait que les gens s'interrogent. Donc on met des lois. Ça, c'est le petit côté franco-français. Il faut mettre ton nom sur un truc parce que c'est l'histoire se souvient de l'histoire. C'est pour gagner des fois. Mais c'est une loi qui émane de Bruxelles. Il n'y a rien d'économique, qu'est-ce qu'elle connaît au travail? Ce sont tous des rentiers du haut qui n'ont jamais travaillé au sens propre du terme. Ce sont tous des rentiers qui ont vécu d'argent public et de malversation et de rétrocommission. Et ces gens nous apprennent le travail. On voit le nouveau ancien ministre de l'Intérieur,
celui qui avait fait Cazeneuve. un CDD, Cazeneuve. non, derrière, Premier ministre, un truc comme ça, il avait mis des CDD à ses filles de 15 ans, là. Oui, Il avait 16 ans, là. oui, c'était. Pas énarque, rien du tout. Apparemment, il a même falsifié son CV et tout ça. C'est juste bon copain à un autre qui a un autre. En plus de ça, on le vire sur emploi fictif Oui. et multi-CDD. Oui. On est au mois de mars. Oui. On met un gars qui, en un mois, donc, va faire un emploi fictif en CDD. Oui. Le problème, c'est que ce gars-là, il va toucher quand même une retraite de ministre. Oui. Oui. Ah oui. C'est ça qu'il faut couper les. Il y a un truc qui va pas, là. Et la France, il y a un autre mal. C'est qu'en 68, vous aviez une ligne de jeunesse avec du sang français dans les veines. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Elle est perdue, cette jeunesse. Vous allez se parler n'importe où, c'est nique la France, le petit mec, c'est nique la France, il n'est pas français. Mais quand ça lui arrive, moi je suis français. Hein? C'est ça le problème. Et cette jeunesse-là, En même temps, il faut avoir une idée, la France. Dans l'état actuel des choses, excusez-moi, mais les jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose? C'est quoi le progrès de la France? C'est quoi? C'est la France de BHL, comme Bendy, Macron, et la Gay Pride. C'est ça qu'on propose aux gens, qu'on propose aux jeunes. Je suis désolé, pour moi, c'est pas un projet d'avenir. C'est pas un projet d'avenir. Voilà. Donc, mon message, moi, le message que je veux faire passer par cette conférence, donc c'est bien sûr donc déjà l'avènement de la République, donc, comme l'a bien repris Yves, donc c'est construit sur les principes. Et l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens ce qu'est la République, sur quoi elle est née, et qu'il faut absolument faire tomber le système. C'est tout le système entier pour que nous, le peuple, nous représente le peuple. J'aimerais bien, Oui. mais ça, c'est pas comme ça. Et à mon avis, ça va être plus rapide. Dans 5 ans, on aura un gouvernement étranger à 90% en France. Il est déjà. C'est bon où les Européens ils disent. Il est déjà. Il est déjà. On en a quelques-uns, ministre. Voilà. La SLM, etc.